Salut à toutes, salut à tous, très heureux comme toujours de vous retrouver sur Escom Sport, votre magazine qui vous raconte le sport d'ici et d'ailleurs dans toutes ses dimensions à travers ses aspects performance, mais également de belles histoires que vous allez découvrir avec mes invités en plateau, mais également avec tous nos chroniqueurs qui sont déployés, nos reporters qui sont déployés sur le terrain au plus près de l'actualité sportive. Sur le plateau, il fait son grand retour et il tient son fauteuil du Bureau des légendes, William Bassabi. Salut William. Salut Eman, salut à nos prestigieux invités, salut à toutes et à tous. Et on espère, bien évidemment, au détour de ce retour, raconter de belles histoires sur les légendes. Absolument. Et lorsque vous avez ce chapeau de légende, on n'en doute point. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous celui-là. Il se sursure qu'il est le plus beau gosse des sélectionneurs. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la rue. C'est ce que la rue raconte. Raymond Thiaé, salut. Bonjour à tous et merci. Vous êtes Herman. le sélectionneur de l'équipe nationale U20. Exactement. Comment ça se passe avec cette équipe des U20? Très bien. Pour le moment, on est en attente, mais tout se passe bien. Très bien. Et puis, on a avec nous également Chelsea Henzi, chroniqueuse sportive, analyste sportive. Salut Chelsea. Bonjour Eman, bonjour le plateau, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Et le plaisir, il est partagé. Madame, messieurs, on y va. Et on démarre aujourd'hui avec du rink hockey. Souvenez-vous, on vous avait parlé de ces jeunes Béninois qui préparaient un tournoi à Mérignac en France. Et bien sûr, ils y sont allés. On va retrouver d'ailleurs tout de suite FIFA Salomé Atadedji du côté de Mérignac en France pour nous raconter le parcours de ces jeunes hockeyeurs béninois du centre communautaire EA. FIFA, c'est à vous. Écoutez Herman, ce sont des moments vraiment palpitants que les jeunes hockeyeurs du centre EA nous ont fait vivre ici en terre française. Dès leur arrivée à Paris, ils ont enchaîné de grandes performances déjà lors des matchs amicaux en guise de préparation. D'abord face à US Villejuif, Rink Hockey en Île-de-France. Ils ont remporté le match 6-0, c'était vraiment sensationnel. Et face à CS Noisy-le-Grand, une équipe expérimentée créée en 1985, ils ont remporté le duel 6-1. Et dès que le tournoi a démarré, ils ont également enregistré des performances incroyables. C'était des matchs très disputés. L'une de leurs plus grosses performances courant ce tournoi, c'était face à Sam SAGC qui était à domicile. Mais ces jeunes talentueux du centre EA ont su remporter le duel 10-0, un score sans appel. Et c'était justement ce match qui les qualifiait pour les quarts de finale. Malheureusement, la course s'arrête là, le rêve prend fin brutalement, mais les jeunes béninois auraient réussi leur pari. Enregistrer de grosses performances courant ce tournoi et marquer les esprits durablement. Merci vraiment à vous, FIFA Salomé Atadedji, Raymond Thiaé. Ça vous surprend de voir des jeunes béninois pratiquer du hockey? Je vous ai vu tout à l'heure lorsque vous étiez en train de suivre le sujet. Vous l'avez regardé avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Très étonné de voir ça et très surpris et agréablement surpris. Et ça fait plaisir de voir que le sport au Bénin, il s'émancipe et il est dans tous les secteurs. Il y a le foot, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais il y a plein d'autres sports et de voyager dans des sports différents, c'est plaisant et je suis vraiment agréablement surpris, vraiment. Et on va écouter l'entraîneur de cette équipe du centre communautaire et à qui fait le bilan de ce parcours à Mérignac. Ce tournoi nous a permis de nous faire connaître vraiment sur la scène internationale. Et je pense que tout le monde a vu de quoi on est capable. On a perdu les matchs juste à cause des détails. Donc on joue très bien, on domine chaque fois le jeu, on maintient le jeu, on défend très bien. Donc je pense qu'avec ça, tout le monde pourra crier haut et fort qu'on fait un travail énorme en 3 ans. Il faut le souligner, c'est en 3 ans qu'on a eu ce résultat-là, alors que les autres pays le font depuis 20 ans et ils ont un championnat, ce que nous, on n'a pas. William, on voit des gamins en train de pleurer, mais au final, on peut dire que c'est un tournoi où cette participation peut susciter des vocations. Le fait de savoir qu'on peut pratiquer du hockey au Bénin et surtout aller challenger d'autres équipes qui ont une pratique beaucoup plus accrue de la discipline. Ah oui, moi, je pense plutôt, Herman, que c'est plutôt un rêve parce que c'est la première sortie internationale des jeunes et beaucoup de découvertes, également beaucoup d'émotions, ça se voit sur les images. Et je pense que
La loi du sport, elle est simple pour, bien évidemment, figurer sur la scène internationale. Il faut s'étalonner avec les meilleurs et je pense que cette expérience, elle est bonne. On espère qu'elle aura été enrichissante pour tout le monde, les joueurs, les encadreurs, les dirigeants. Et maintenant, le challenge, je dirais, le pari, c'est de pérenniser ce genre d'initiative. Et puisqu'on parle de hockey, on parle forcément de rink hockey, on parle forcément de glisser, on parle de patin. Et on va faire tout de suite la transition avec l'International Challenge Skating Cotonou qui s'est achevé avec l'épreuve reine de la compétition avec le semi-marathon qui s'est déroulé entre Advunco et l'explanade de l'Amazone. Une course maîtrisée et remportée par le Béninois Joris Domano. Il faut dire qu'à domicile, les Guépards et Amazones du roller ont vraiment dicté leur loi sur la compétition. Ils offre une moisson assez abondante, 63 médailles dont 22 en or, 23 en argent et 18 en bronze. Une performance majuscule qui les propulse donc à la tête du classement général. Chelsea Henvy, vous avez pu assister à ce tournoi à Cotonou, cet International Challenge Cotonou Skating? Honnêtement, je ne connaissais pas vraiment ce sport. Je ne connaissais pas beaucoup ce sport, mais à travers ce qu'ils ont prouvé, j'ai compris en fait qu'il y avait de la détermination. Il y avait également un travail qui a été fait et c'est le résultat tout simplement que nous sommes en train de voir. Parce que leur domination, ce n'est pas venu d'ailleurs. Ils ont travaillé et justement, c'est encourageant de voir ce genre de résultat à la fin parce que ça va susciter d'intérêt, d'engouement de la part de jeunes qui vont également vouloir prendre ce genre d'initiative. On voit déjà d'ailleurs, évidemment, des jeunes pratiquer cette discipline un peu partout sur nos artères qui sont dédiés. Allez, on va prendre tout de suite la direction de Lomé. Oui, aujourd'hui, on va y aller comme sur des chapeaux de roue. Là, on va retrouver Blaise Adanko qui est aux côtés des équipes nationales de handball U18 et U20. Les U18 se sont donc arrêtés malheureusement en phase de groupe. On va retrouver Blaise Adanko qui nous fait le point. Pour le Challenge Trophy Zone 3 ici à Lomé, les Guépards U18 sont logés dans le même groupe que le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Pour leur entrée en lice, le Bénin était face au Niger. Ils ont fait preuve de beaucoup de bravoure. À l'arrivée, les deux équipes se séparent sur le score de 23 partout. Le Bénin va subir sa première défaite dans cette compétition face au Burkina Faso. Défaite 33-23. Les choses vont se compliquer lors de la troisième rencontre pour les Guépards U18 face à l'équipe du Nigeria. Une lourde défaite 41-19. Élimination donc vers la phase de groupe pour les coéquipiers de Thomas Kouagou. Au bilan comptable de cette participation du Bénin au Challenge Trophy Zone 3, on retient 3 matchs, 1 nul et 2 défaites. Ce qui porte espoir, c'est que l'équipe va continuer à apprendre. Allez, ces U18, ils vont continuer par apprendre. Et du côté des U20, ils se sont malheureusement arrêtés en finale, battus par le Nigeria. Certes, William Bassabi, on peut avoir des regrets de n'avoir pas soulevé ce trophée. Mais une chose est sûre, aller déjà en finale, c'est déjà une performance à souligner. Ah ben, surtout si l'adversaire s'appelle le Nigeria. On parlait de ce handball régional. On a bien sûr la locomotive qui est le Nigeria. Mais derrière, nous avons donc la Côte d'Ivoire, nous avons bien sûr le Bénin, nous avons le Burkina Faso. Ben, on ne peut pas rougir en perdant face au Nigeria. On sait bien que les Nigérians font partie de cette légion étrangère qui vient souvent apporter une plus-value à notre championnat. Mais une chose est sûre, ce sera beaucoup d'enseignements à tirer de la part de cette QV 2026. Et je suis convaincu que les Béninois vont rebondir très, très fort. Très bien, nous allons ouvrir à présent la page football de cette émission et retrouver Hospice Gbemedo Sousetondi Metoli qui se retrouve en ce moment même à Harare, aux côtés des Guépards U15 qui ont participé au championnat scolaire africain. Ils ont été sur la 3e marche du podium, arrêtés en demi-finale par l'Ouganda. Hospice Metoli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette participation des Guépards U15 à cette compétition?
Merci Herman Rodriguez-Mégan. Belle compétition pour les U15 béninois ici en terre zimbabwéenne. Il faut rappeler qu'ils étaient dans la même poule que le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Dans une compétition démarrée les pieds au plancher, les Guépards perdent leur première rencontre face à cette équipe sénégalaise. Match perdu 1-0. Le lendemain, face à la Zambie, match héroïque, victoire 2-0. Et puis cette qualification arrachée aux tripes face à cette équipe de la Tanzanie, menée 1-0. Les Guépards scolaires reviennent au score au bout du temps additionnel, un but partout. Match nul qui qualifie bien sûr les Guépards. En demi-finale face à l'Ouganda, une équipe plus expérimentée, les Guépards U15 ont tenu pendant les 40 minutes de jeu. Malheureusement, au tir au but, ça passe à côté. 2 tirs manqués côté béninois, un seul tir manqué côté ougandais. Les Guépards U15 ne pourront pas briser ce plafond de verre puisque pour la 3e fois, les Guépards arrivent à l'étape de demi-finale et perdent bien sûr ce match capital qui pourrait les propulser pour la première fois de l'histoire en finale du championnat scolaire U15. Merci beaucoup à vous, Hospice. Vous restez avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure dans le débat. Raymond Tchaillé, qu'est-ce qui fait que les Guépards U15 n'arrivent pas à briser ce plafond de verre des demi-finales? C'est toujours quelque chose de très frustrant quand tu sais que tu as quelque chose qui te bloque. Il faut avoir des ressources nécessaires pour pouvoir le franchir. C'est pas forcément évident. C'est pas au niveau, je pense pas que ça soit au niveau football. Je pense que c'est au niveau mental. Savoir se dépasser, savoir être prêt à ce moment-là pour franchir ce palier. Et je pense qu'il manque des petits détails qui fait que on pourra vraiment franchir ce palier et nous amener justement dans les phases finales et cruciales, quoi. Et s'il y a une équipe qui sait franchir le palier ces dernières années, c'est bien sûr le Sénégal. Le Sénégal qui a d'ailleurs remporté la compétition. Les Lions de la Teranga ont battu l'Ouganda. Au tir au but, 5 tirs réussis contre 4 pour les Ougandais. Les Ougandais qui avaient battu donc les Guépards en demi-finale. Ça leur permet bien sûr de repartir avec ce trophée. William, ça fait un trophée de plus pour le Sénégal qui s'affirme davantage sur le continent. Oui, je pense que ça reste le football jeune, Herman, et il faut relativiser les performances. Pour moi, on ne peut pas aligner les performances des jeunes scolaires sénégalais sur l'ensemble du foot sénégalais qui, très clairement, on l'a vu ces dernières années, s'est imposé sur la scène africaine comme une référence. Je pense que ça reste quand même une compétition d'émulation. Et justement, vous avez commencé par en parler. On s'interroge sur l'intérêt de cette compétition-là, ce championnat scolaire africain, cette nouvelle trouvaille de la Confédération africaine de football. On en parle dans le débat. Qu'est-ce que cette nouvelle compétition peut apporter au foot africain? Ça fait quelques années maintenant qu'on l'expérimente. Et quelles sont justement les critiques qu'elle subit, cette compétition-là? Nous en parlons, mais avant, je vous invite, messieurs, dames, à suivre cet élément qui nous donne quelques éléments d'appréciation. Le championnat scolaire africain, cette nouvelle trouvaille de la CAF, fait son petit bonhomme de chemin. Sur le papier, c'est une promesse en or. L'initiative a de solides arguments. Elle ne se limite pas à une simple compétition sportive. Les dotations financières annoncées permettent, dans plusieurs cas, de réhabiliter des infrastructures scolaires et sportives parfois délaissées. Au-delà des terrains, c'est aussi un espace d'ouverture, brassage culturel, rencontres entre jeunes venus de différents pays et première expérience dans l'univers du sport. Des ateliers pour arbitres, reporters ou encadreurs viennent compléter cette approche, élargissant ainsi les perspectives au-delà du jeu lui-même. Pour beaucoup, c'est une porte d'entrée vers des vocations. Mais à côté de ces avancées, des préoccupations émergent et méritent d'être posées sans détour. Le calendrier de la compétition, souvent en décalage avec les périodes scolaires, interroge. Peut-on concilier exigences académiques et participation à un tournoi d'envergure continentale? La question de l'âge des participants, régulièrement soulevée, alimente aussi les soupçons de fraude et fragilise la crédibilité de l'ensemble. Enfin, des voix s'élèvent sur les critères de sélection et la gouvernance du projet, appelant à plus de clarté et de transparence. Dès lors, le débat ne devrait pas être binaire. Il ne s'agit pas de dire que cette compétition est bonne ou mauvaise en soi. L'enjeu est ailleurs, dans les conditions de son organisation, dans sa capacité
à s'adapter aux réalités éducatives africaines et dans les garanties apportées pour préserver l'équilibre entre sport et école. Car au fond, des inquiétudes demeurent. Comment faire du sport scolaire un véritable levier de formation sans qu'il ne devienne un facteur de déséquilibre pour les élèves? Opportunité pour la jeunesse africaine ou projet encore perfectible? Raymond Thiaye, ce championnat scolaire africain adjugé et vendu, vous l'achetez? Moi, j'achète. J'achète, pourquoi? Parce que dans nos championnats africains, hein, pas uniquement au Bénin, on est en absence de compétition chez les jeunes, donc régulière. Donc déjà, rien que pour ça, j'achète. Ça permet aussi d'avoir de la visibilité sur le travail qui est fait sur les jeunes, malgré qu'on est en absence de compétition. Je trouve ça vachement intéressant. La valorisation des jeunes, leur permettre d'avoir des compétitions, et c'est national. Ça leur permet aussi de rentrer dans le moule des sélections, de voir quel genre de pression on peut avoir dans une sélection, comment rentrer progressivement dans les sélections U17, U20, U23 et après l'équipe A. Moi, je pense que c'est une bonne chose sur ça. Après, bien sûr, comme tout plan, il y a des défaillances, il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Il y a aussi la partie scolaire. Foot école, je trouve ça très intéressant. Maintenant, je pense que le mariage, il est faisable. Il faut juste trouver le rouage pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Pour une anecdote, moi, j'ai vu ça avec le Bayern de Munich. On était en tournoi à Tel Aviv. Ben, chaque joueur avait leur professeur. Donc, ça veut dire qu'il y avait les temps de match. Et en dehors des temps de match, il y avait des professeurs qui donnaient des cours aux élèves. Donc, il n'y a pas de rupture entre l'école et le foot. Et il faudrait avoir des choses comme ça, s'inspirer de choses qui fonctionnent déjà, pour pouvoir justement concilier ce genre de choses. Et je pense que ça serait vachement intéressant. Après, il soulevait un point important, c'est sur l'âge. On sait pertinemment qu'il y a des âges un peu modifiés pour pouvoir renforcer les équipes. Je ne pense pas que ça soit bénéfique sur du long terme. Sur du court terme, oui, bien sûr, vous allez gagner, bon, c'est parfait, vous allez pouvoir remporter le trophée, mais sur du long terme, je ne pense pas, parce que vous acculez quand même du retard par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et du coup, vous ne permettez pas aux jeunes de la vraie catégorie de vraiment s'émanciper et de devenir vraiment forts, parce que c'est des ateliers d'expérimentation et de travail pour l'avenir. Et justement, ce débat au niveau de l'âge, ces cas de fraude au niveau de l'âge, ça a encore une fois été soulevé à l'occasion de cette compétition-là. Hospice, pour vous qui êtes au plus près de ces jeunes-là, qu'est-ce qui se dit à ce sujet? Est-ce qu'on parle vraiment de fraude au niveau de l'âge? Écoutez, Herman Rodriguez-Mégan, il faut rester très mesuré quand il s'agit de la question relative à l'âge des joueurs, parce que quand il s'agit de compétition des jeunes, il y a toujours ces genres de commentaires. Maintenant, pour être plus précis, ici à Harare, il y a eu beaucoup de suspicions pour ce qui concerne l'âge, bien sûr, des jeunes joueurs des pays anglophones qui sont sur cette compétition. Maintenant, de façon administrative, il faut reconnaître que ce qui vous permet d'évoluer dans cette compétition, c'est bien sûr de justifier de votre statut de scolaire, donc en présentant les bulletins de notes et bien sûr votre document de voyage, le passeport qui indique votre âge. À partir de ce moment, tout ce qui est cité plus haut n'est que suspicion, n'est que commentaire. Mais en vrai, pour l'instant, on ne peut que retenir ce qui est là, au risque de commettre un crime de faciès. Merci beaucoup à vous, Hospice, pour ces différentes interventions dans Escom Sport. William Bassabi, la question de l'âge, finalement, ça devient quand même une préoccupation congénitale au foot africain. Ah ouais, je pense qu'en Afrique, il n'y a que les seniors qui sont à l'abri de ce débat. À chaque fois, quand vous êtes dans une catégorie de jeunes, on revient sur le faciès, sur l'âge et Hospice en parlait. On sait que les Ougandais, ce sont des gens très athlétiques. C'est souvent de grandes personnes, un peu comme les Sénégalais. Je pense que, au fond, c'est des tares que nous prenons par rapport même à la discipline qu'on se donne dans l'organisation de nos sports. Pour moi, il faut une prise de conscience collective parce que ça devient un fait de société et non un fait sportif. Ce n'est pas qu'un fait sociologique propre au sport, c'est un fait sociologique en général. Chelsea Henvy, quels sont les axes de progression de cette compétition de jeunes? On va finir dessus.
Ben, je compte déjà revenir sur la question déjà de l'âge et du faciès. Pour moi, en fait, ça intervient généralement quand vous voyez qu'il y a une équipe qu'on qualifie d'équipe relativement très très jeune, qui perd par exemple face au Sénégal ou face à l'Ouganda. Là, en fait, on se met dans la peau, ici, ils étaient très très jeunes. Donc voilà, en face, c'était peut-être des personnes un peu plus âgées C'est un délit de faciès. En effet, on oui. regarde Donc, et on juge. Oui, en fait, on ne regarde plus vraiment ce que ces jeunes-là ont produit, mais on essaie en fait de passer la défaite là sous cet angle de choses. Dans la compétition? Ça sera peut-être une belle initiative, ça pourra peut-être faire taire beaucoup de personnes, hein. Pourquoi pas. Mais est-ce que l'IRM a toujours donné les résultats satisfaisants? Je parle sous le contrôle du coach. Hein. Moi j'aimerais bien aussi dire quelque chose qu'il a soulevé, c'est qu'à partir du moment où, de niveau administratif, ils ont fourni les documents nécessaires. Qui prouvent que c'est des gamins et que c'est des Passeport, élèves. attention, hein, passeport, c'est pas n'importe quel document. Hein, c'est pas un document que vous trouvez dans la rue comme ça, n'importe comment. Donc il y a des passeports, il y a les bulletins scolaires et tout ce qui s'ensuit. Je pense que des fois, il doit avoir des petites choses, mais on ne peut pas tout balayer comme ça sur le travail parce qu'il y a une personne qui est plus athlétique ou qui a un visage plus dur et qu'on dise il est déjà trop vieux, il est déjà passé. Il est plus marqué. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver des ressources. Et juste pour finir sur ça, le talent n'a pas d'âge. Si tu es talentueux, l'âge ne compte pas. Hein. C'est pour ça qu'on voit des Yamal jouer contre des anciens et Yamal s'en sort vainqueur. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour vos différentes analyses. Nous allons à présent nous intéresser à une discipline, une fois encore, exotique. Savez-vous, messieurs, qu'on pratique du surf au Bénin? J'étais pas du tout au courant. D'accord, on va vous montrer tout de suite dans Immersion Sport. Gros plan donc aujourd'hui sur Samuel Padonon. Il est pionnier de la pratique du surf au Bénin. Il danse sur les vagues du littoral béninois et emporte avec lui une nouvelle génération de surfeurs qu'il tente de former à travers son académie, le premier du genre au Bénin. Reportage Kenneth Eganwi, Jean-Baptiste Boko, Aboubacar Soumaoro et Diane Kako. Sur les 125 km de côte du littoral béninois, l'océan impose sa loi. Puissant, imprévisible, parfois redouté. À Cotonou, rares sont ceux qui osent vraiment s'y confronter. Et pourtant, depuis quelques années, une discipline venue d'ailleurs commence à y tracer son sillage. Le surf. Il y a des vagues. Ouais, mon gars, il a des vagues. Il a un peu de vagues là-bas. Samuel, 32 ans, premier moniteur de surf diplômé du Bénin par l'ISA, International Surfing Association. Cela fait près de 10 ans qu'il apprivoise les vagues du golfe de Guinée et tente de faire naître une culture surf là où elle n'existait pas. Je pratique le surf, ça fait déjà bientôt 8 ans. De base, j'adore aller nager à la mer. Après, j'ai rencontré des Européens qui m'ont initié au surf. Et depuis ce jour, c'est devenu ma passion. Une passion devenue engagement, car ici, rien n'est acquis. Ni les infrastructures, ni les équipements, ni même la connaissance de ce sport encore marginal. Avant d'entrer dans l'eau, Samuel apprête son matériel. La planche d'abord, adaptée aux vagues. Les ailerons ensuite. C'est ça qui permet de maintenir les directions, mais sans les ailerons et la planche seule dans l'eau, tu pars dans tous les sens. Donc c'est grâce à ça qu'on maintient les directions et tu peux mieux surfer. Puis vient la cire. Elle évite les chutes et assure l'adhérence. Mais au-delà de la technique, surfer demande surtout de comprendre l'océan, lire les vagues, observer les courants, anticiper les séries. Moi, j'ai une petite astuce. J'ai les prévisions de Surf Online. Il nous donne la taille des vagues à peu près, les périodes des vagues, l'orientation de la houle, le vent. Depuis 2 ans, le jeune surfeur a créé la première école de surf du pays. Une quarantaine de jeunes y ont déjà été initiés. On va essayer de remonter à l'eau, d'accord? Et je vous rejoins aussi.
Ici, on apprend d'abord à tomber avant d'apprendre à tenir debout. Trouver l'équilibre, gérer la peur. Une pédagogie patiente dans un environnement exigeant. Le surf, ça reste un truc d'équilibre, surtout. Ça reste un sport de challenge. Tu peux avoir un bon niveau aujourd'hui, demain, ton niveau, ça peut descendre. Il n'y a jamais eu aussi les mêmes vagues, il y a toujours des vagues différentes. Il faut toujours essayer de s'adapter. Parmi ses apprenants, Cédric. Comme beaucoup, il découvre un sport dont il ignorait l'existence au Bénin il y a encore peu. C'est Samuel Padono qui m'a parlé du surf parce que lui avait déjà commencé, il a déjà même voyagé avec ça. J'ai commencé par la natation d'abord. Après la natation, j'ai commencé le surf. Puis vient le moment clé, affronter les vagues. Une section d'1 heure environ où effort, chute et réussite se mêlent. Ce jour-là, les vagues se font capricieuses. Pas assez puissantes pour de longues glisses, mais qu'importe. C'est déjà toute une grande liberté que j'ai dès que je me retrouve avec ma plonge dans l'eau. C'est la liberté totale. Le fait de se connecter à l'eau, le fait de se connecter à l'océan, le fait de se connecter à la nature, c'est déjà une immense récompense pour nous, physiquement, mentalement, et ça aide beaucoup le surf en vrai. Car pour Samuel, l'essentiel est ailleurs, dans la transmission, dans l'expérience et surtout dans cette connexion à l'océan encore rare au Bénin. Son école reste aujourd'hui la seule du pays. Un début modeste, mais porteur d'ambition. Et l'objectif d'ici dans 15-10 ans est pourquoi ne pas avoir des jeunes à l'international, dans plein d'autres compétitions et organiser plein d'autres projets autour du surf. Le défi peut sembler démesuré, mais vague après vague, Samuel trace sa voie et avec elle, celle d'un sport encore naissant, mais déjà en mouvement. Chelsea Envy, ça vous dirait d'aller faire du surf? Oui, un peu peureuse, mais bon, j'aimerais bien essayer avec le coach. N'est-ce pas, coach? Oui. Ça vous dirait? Ah, moi, j'irais volontiers. Hein. Déjà, je tiens à dire que je suis très admiratif de ce que je vois. Je tombe des nues parce que j'ai pu faire un peu la route des pêches. J'ai pas vu beaucoup de nageurs ou beaucoup de personnes à l'eau. Et là, de voir des personnes qui vont affronter la vague, franchement, je suis très, très, très admiratif. William, je sais que même si on vous donnait une belle cagnotte, c'est pas très évident. Hein. Mais c'est vrai que je ne suis pas né près de l'océan, mais je peux dire quand même, Eman, que ça fait plaisir de voir qu'on est passé de la théorie à la pratique, parce que je me souviens, il y a cela quelques années, ici même dans ce studio, nous avons reçu un jeune Français qui nous a été recommandé par Wenceslas Teko, que vous connaissez très bien, notre ancien international qui vit à Marseille en France, et qui est venu faire la prospection donc, du littoral béninois pour voir où est-ce qu'on peut pratiquer le surf. Il avait l'intention donc d'installer donc les équipes donc de surf. C'est vrai, il n'y a pas eu de suivi, donc je suis agréablement surpris de constater qu'il y a, on est passé, disons donc de la théorie à la pratique de l'ambition à la réalité. Exactement. Très bien. William, on reste avec vous. Vous gardez la main, comme on le dit, quand on faisait du génie en herbe. Vous gardez la main pour la suite. Et la suite, c'est le bureau des légendes. Et le bureau des légendes aujourd'hui nous emmène à une année faste pour le Maroc, l'année 84, avec deux athlètes majeurs, Nawal El Moutawakel et Saïd Aouita. Cette année 1984, eh bien, le royaume chérifien frappe un grand coup avec une double victoire retentissante en athlétisme. D'abord, la première médaille d'or olympique de l'histoire du Maroc, qui est décrochée par Nawal El Moutawakel, qui vous en parlait tantôt. Surtout, elle le décroche aux 400 mètres. C'était les tout premiers 400 mètres de l'histoire des Jeux olympiques. Quelques jours plus tard, son compatriote Saïd Aouita lui emboîte le pas, décrochant à son tour une deuxième médaille d'or olympique. Et ce faisant, le Maroc est entré, on va dire, de façon majuscule dans l'histoire des Jeux olympiques. Une fois, on va dire, les Jeux passés, c'est que ces athlètes ont continué par faire parler de notamment
Saïd Aouita qui va enchaîner des performances impressionnantes, synonymes de records battus, notamment aux 1500 mètres, aux 2000 mètres à l'époque. Ça existait donc le 3000 mètres et le 5000 mètres. Et au passage, il s'est tapé une seconde médaille olympique. Cette fois-ci, le bronze, c'était du côté de Séoul en 1988. Et voilà, donc, disons, bloque un tableau très, très reluisant pour le sport marocain. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux athlètes, c'est qu'une fois, on va dire, les pointes raccrochées, une fois hors des pistes, ouais, ce duo a connu également une histoire aussi faste, notamment Nawal El Moutawakel, qui a tout connu. Occupé de grandes fonctions administratives dans son pays. Exactement, tant sur le plan national que sur le plan international. Quand on parle des institutions, elle a été ministre marocaine des Sports, elle a été membre du Comité international olympique, on va dire une consécration, et elle est passée également par l'I2AF. Maintenant, quant à son aîné Saïd Aouita, lui, son nom a été donné à une navette de train rapide entre sa ville natale, Kénitra, et Casablanca. Rien que ça. Et puis, derrière, quand il a réussi sa performance de 84, l'Azerbaïdjan lui a consacré un timbre-poste, et c'est toujours bien. Et puis, il y a aussi une grosse marque de montres qui lui a consacré une collection. Merci beaucoup, William, pour toutes ces informations. Ça nous permet de revisiter par ici, bien sûr, ces athlètes africains qui ont marqué l'histoire du sport. On en a donc intronisé 2 dans notre Hall of Fame. Il s'agit donc de Nawal El Moutawakel et Saïd Aouita. Merci, William, d'avoir participé une fois encore à ce numéro de Escom Sport, le 15e. Merci, Raymond, d'être passé. Je vous remercie déjà pour l'invitation et la qualité des sujets qu'on a traités. Je pense que c'est important aussi de visiter tous les sports. Donc, encore une fois, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On espère que vous allez prendre bien volontiers un billet retour par ici. Chelsea, merci. Merci, Vous êtes à la maison, vous revenez quand vous voulez. Et merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour du duo Caleb Oscar, Diane Kako. Retrouvez-nous dimanche quand il sonnera très exactement 18h, 17h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon dimanche. Salut.